À Homosassa, en Floride, le matin du 24 février 2005, Marco Linsford a découvert que sa fille Jessica, âgée de 9 ans, avait disparu de son lit. Son réveil sonnait avec insistance alors que le lit restait vide. Il n'y avait aucun signe de lutte, seulement une porte d'entrée déverrouillée et l'absence de son dauphin en peluche violet préféré. La dernière fois que quelqu'un avait vu Jessica, c'était vers 22 h la veille, lorsque ses grands-parents l'avaient mise au lit. Marco, qui avait passé la nuit chez sa petite amie, est rentré le matin et a fait la découverte alarmante. Les vêtements choisis pour l'école étaient toujours pliés à côté du lit, intacts. Il est rapidement devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une enfant qui était partie de son propre chef. Jessica avait peur du noir et dormait toujours avec une lampe de poche allumée. Quelqu'un était entré dans la maison pendant la nuit et avait emmené la fillette sans que personne ne s'en aperçoive. Ce qui allait suivre serait une enquête intense qui révélerait un crime choquant, commis par quelqu'un qui vivait à quelques mètres de distance. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette affaire a non seulement détruit une famille, mais a également conduit à la création de l'une des lois de protection de l'enfance les plus importantes aux États-Unis. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer nos analyses des affaires criminelles qui ont marqué l'histoire. Quelques minutes après l'appel désespéré de Marco aux autorités, la petite communauté d'Homosassa s'est mobilisée dans une opération de recherche sans précédent. L'alerte de disparition a été émise immédiatement, mais elle ne s'est pas qualifiée comme une « alerte en B », le système national de notification d'enlèvement d'enfants, car il n'y avait pas de description d'un véhicule suspect, une exigence du protocole à l'époque. La réponse de la communauté a été massive. Des centaines de volontaires, dont beaucoup abandonnaient leur travail et leurs engagements, se sont joints aux autorités pour fouiller chaque centimètre de terrain autour de la résidence des Linsford. La mobilisation comprenait des policiers avec des chiens pisteurs spécialement entraînés, des équipes montées à cheval, des plongeurs professionnels qui ont examiné les lacs et rivières à proximité, et des hélicoptères qui survolaient la dense zone boisée entourant la communauté. Elvae, un voisin de la famille, a amené son propre chien pisteur pour contribuer aux recherches. Les plongeurs ont méticuleusement fouillé chaque point d'eau à proximité, tandis que les équipes terrestres passaient au peigne fin la végétation, écartant branches et buissons dans l'espoir de trouver une trace de la fillette disparue. Durant les premiers jours, les recherches se sont principalement concentrées sur la possibilité que Jessica soit partie de son propre chef et se soit perdue dans les zones boisées proches. Cependant, à mesure que cette hypothèse devenait de moins en moins probable, les enquêteurs ont commencé à travailler sur la théorie de l'enlèvement. Contrairement à d'autres cas de disparition d'enfants, les enquêteurs ont rapidement écarté la possibilité d'une implication familiale. Le comportement de Marco et des grands-parents de Jessica n'a soulevé aucun soupçon. Au contraire, le désespoir évident de Marco pour retrouver sa fille a convaincu les enquêteurs de son innocence. Dans une déclaration émue à la presse, il a imploré « Je veux que ma fille revienne. S'il y a quelque chose que quelqu'un sait, il existe de nombreux numéros que vous pouvez appeler. Aidez à retrouver ma fille et à la ramener à la maison. » 3 jours après la disparition, le 27 février, est apparue la première piste potentielle, des images d'une caméra de surveillance montraient un homme avec 2 enfants, capturé quelques heures après la disparition de Jessica. La police a diffusé les images, mais Marco a rapidement identifié qu'aucun des enfants n'était sa fille. L'homme de l'enregistrement s'est présenté volontairement aux autorités et a été éliminé comme suspect. Cette piste écartée, l'enquête est revenue à la case départ. Début mars, après des jours de recherches infructueuses, les autorités ont décidé de changer de stratégie. La recherche initiale a été officiellement terminée, et le département de police de Floride a fait appel à des spécialistes en enlèvement d'enfants pour une nouvelle approche. Cette nouvelle phase de l'enquête s'est concentrée sur une zone plus spécifique, environ 400 mètres autour de la maison de Jessica, et sur l'examen détaillé des 208 délinquants sexuels enregistrés dans le comté de Citrus. Plus de 50 d'entre eux vivaient à proximité de la résidence des Linsford, un nombre alarmant qui reflétait une réalité troublante sur la sécurité de la communauté. Pendant ce temps, Jessica restait introuvable, et personne ne pouvait imaginer que son bourreau était plus proche que quiconque ne le soupçonnait, observant silencieusement le déroulement des recherches depuis sa fenêtre. Alors que les jours passaient sans nouvelles de Jessica, le sentiment de désespoir grandissait tant chez les membres de la famille que chez les enquêteurs. Le changement dans la stratégie de recherche, se concentrant désormais sur une enquête plus méthodique, a commencé à révéler un scénario troublant sur le voisinage où résidait la famille Linsford. Le shérif Jeff Dozzi du comté de Citrus a ordonné un recensement complet de tous les délinquants sexuels enregistrés dans la région. Le résultat était alarmant, 208 agresseurs sexuels vivaient dans le comté,
avec plus de 50 concentrés dans un rayon de quelques kilomètres de la maison de Jessica. Cette statistique choquante révélait une réalité sombre que de nombreux résidents ignoraient au sujet de leur propre communauté. Le 15 mars, près de 3 semaines après la disparition, les enquêteurs ont identifié une « personne d'intérêt » dans l'affaire, un terme utilisé pour ne pas nuire à l'enquête tout en recueillant plus de preuves. Il s'agissait de quelqu'un ayant des liens avec la région locale et qui était un délinquant sexuel enregistré, selon les déclarations du shérif. Initialement, les autorités n'ont pas divulgué le nom du suspect, lui donnant 48 heures pour se présenter volontairement à un interrogatoire. Lorsque ce délai a expiré sans que le suspect ne se présente, la police a finalement révélé son identité, John Evan Dekoué, 46 ans, un homme avec un casier judiciaire chargé qui incluait 24 arrestations antérieures pour des crimes allant du vol et de la fraude à l'exhibition indécente. Plus inquiétant encore était le fait que Coué vivait pratiquement à côté de la famille Lunsford, à seulement 100 mètres de distance, dans la caravane de sa demi-sœur, Dorothy Dixon. L'emplacement de la caravane de Dixon offrait une vue directe sur la maison des Lunsford, permettant à Coué d'observer les mouvements de la famille et de la petite Jessica pendant des semaines avant le crime. Les enquêteurs ont découvert que, malgré son enregistrement officiel indiquant une autre adresse, Coué passait la plupart de son temps dans cette caravane, violant les termes de son inscription au registre des délinquants sexuels en ne notifiant pas aux autorités sa véritable résidence. Lorsque les policiers sont finalement arrivés à la caravane pour interroger Coué, ils ont découvert qu'il avait soudainement fui. Dorothy Dixon, alors âgée de 47 ans, son petit ami Matthew Dietrich, 31 ans, et Maddie Secor, 27 ans, tous résidents de la même caravane, ont initialement nié que Coué y résidait même, un mensonge qui serait plus tard qualifié d'obstruction délibérée à la justice. L'enquête a révélé que Coué avait un passé problématique depuis l'enfance. Né dans une famille dysfonctionnelle, il a fait face à la pauvreté, aux abus et à la négligence. À l'école, il était constamment victime d'intimidation en raison de sa situation financière et de son apparence. Sans traitement pour ses problèmes mentaux et comportementaux, Coué a commencé sa vie criminelle dès l'adolescence. Son premier crime grave s'est produit lorsqu'il a pénétré par effraction dans la maison d'une femme pour l'agresser sexuellement. Pour ce crime, il a reçu une peine de 10 ans de prison, mais n'en a purgé que 2, un modèle de clémence judiciaire qui se répéterait tout au long de sa carrière criminelle. Après sa libération, il s'est plongé dans un cycle de drogue, de vol et de comportements de plus en plus erratiques et dangereux. La recherche de Coué a pris des dimensions nationales. Son visage a été diffusé dans les journaux télévisés de tout le pays, la police demandant des informations sur son lieu de séjour. La communauté, déjà mobilisée dans la recherche de Jessica, cherchait maintenant aussi son possible ravisseur. Ce que personne ne savait à ce moment-là, et qui ne serait révélé que plus tard dans un témoignage dévastateur, c'est que durant au moins une des visites de la police à la caravane, Jessica Lunsford était encore vivante. La fillette était cachée dans un placard de la chambre de Coué, entendant probablement les voix des policiers qui auraient pu la sauver. En raison d'une combinaison tragique de manque de mandat de perquisition, de déni des résidents et de procédures policières inadéquates, les agents n'ont pas effectué une fouille complète des lieux. Cette révélation générerait par la suite une intense controverse sur les protocoles policiers et soulèverait des questions douloureuses sur la façon dont une recherche plus minutieuse aurait pu modifier l'issue de l'affaire. Mark Lunsford, dans des documentaires et interviews ultérieures, exprimerait sa frustration face au fait que sa fille se trouvait à quelques mètres seulement des policiers, séparés d'eux uniquement par une porte de placard qui n'a jamais été ouverte. Pendant ce temps, avec l'enquête s'intensifiant et l'étau se resserrant, Coué a pris la décision de fuir encore plus loin. Dans une tentative désespérée d'échapper à la justice, il a convaincu sa nièce d'acheter un billet de bus sous un autre nom, partant pour l'État de Géorgie, à des centaines de kilomètres de distance. Ce qu'il ignorait, c'est que sa photo circulait déjà dans tout le pays, et qu'il n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le reconnaisse. La fuite de John Coué s'est terminée à plus de 400 km de Mosasa, dans la ville d'Augusta, en Géorgie. Alors que les autorités de Floride intensifiaient les recherches et que sa photo circulait dans tous les médias nationaux, Coué tentait de se cacher dans l'ombre de l'anonymat, trouvant refuge dans des institutions pour personnes sans domicile fixe. Le 17 mars 2005, exactement 3 semaines après la disparition de Jessica, une employée du refuge Salvation Army à Augusta a remarqué quelque chose de familier chez l'homme qui venait de demander un hébergement. En vérifiant son nom dans le système, elle a non seulement confirmé qu'il s'agissait du recherché John Evan Dekoué, mais a également découvert qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en Floride pour ne pas avoir mis à jour son adresse dans le registre des délinquants sexuels. Discrètement, l'employé a appelé les autorités locales.
Lorsque les policiers sont arrivés au refuge, Coué a été détenu sans résistance. Initialement, il a été arrêté uniquement pour la violation technique du registre. Les autorités n'avaient pas encore de preuves concrètes le liant à la disparition de Jessica. La nouvelle de sa capture a été rapidement transmise au comté de Citrus, et une équipe d'enquêteurs de Floride s'est immédiatement rendue en Géorgie. Lors de l'interrogatoire initial, Coué a maintenu une posture de déni. Il a affirmé qu'il avait quitté Homosassa pour un nouveau départ, alléguant qu'il essayait de laisser derrière lui sa dépendance aux drogues et sa vie de crime. Quand on l'a interrogé sur Jessica Lunsford, il a dit ne la connaître que par les informations télévisées. Pendant des heures, les enquêteurs ont alterné entre les tactiques de « bon flic », « mauvais flic », essayant de briser la résistance du suspect. La situation a dramatiquement changé lorsque les enquêteurs ont suggéré que Coué se soumette à un test polygraphique. Il a accepté, croyant peut-être pouvoir tromper l'équipement. Pendant le test, alors que les électrodes mesuraient ses réponses physiologiques, Coué a commencé à montrer des signes visibles de nervosité. Avant même que le test ne soit conclu, il a interrompu la procédure. « Je n'ai pas besoin de voir les résultats. Je sais déjà ce qu'ils sont », a-t-il dit à l'examinateur, selon les registres de police. Puis-je parler à nouveau aux enquêteurs? Lorsque les détectives sont revenus dans la salle, Coué a fait quelque chose qui changerait le cours de l'enquête. Il s'est excusé de leur faire perdre leur temps et a offert des informations sur le lieu où se trouvait Jessica Lunsford. Ce fut le début d'une confession détaillée et troublante que les enquêteurs ont méticuleusement documentée. Selon Coué, dans la nuit du 23 au 24 février, il avait passé des heures à boire et à consommer des drogues avec sa sœur et d'autres résidents de la caravane. Vers 1h du matin, quand tout le monde est allé se coucher, il est resté éveillé, feuilletant des magazines pornographiques et consommant plus de drogue. Il a alors décidé de sortir pour essayer de trouver de l'argent ou quelque chose qu'il pourrait vendre pour acheter plus de stupéfiants. C'est à ce moment que Coué a aperçu la maison des Lunsford et a remarqué que la porte d'entrée était déverrouillée. Initialement, son intention, selon lui, était simplement de voler. Il est entré silencieusement, mais a fait suffisamment de bruit pour réveiller Jessica. Quand la fillette l'a vu, il a rapidement couvert sa bouche avec sa main. « Ne crie pas, ne fais rien », lui a-t-il chuchoté. Au lieu de simplement fuir, Coué a pris la décision qui scellerait le destin de la fillette. Il lui a ordonné de le suivre hors de la maison, lui permettant seulement d'emporter le dauphin en peluche violet que son père lui avait gagné à une foire d'État la semaine précédente. Jessica a obéi, trop terrifiée pour résister. Coué l'a emmenée à la caravane où il vivait, la faisant entrer par la fenêtre de sa chambre. C'est là que, selon sa propre confession, il a agressé sexuellement la fillette de 9 ans pour la première fois cette nuit-là. Le lendemain matin, il a répété l'agression avant de la forcer à se cacher dans le placard de sa chambre. Pendant 3 jours, Jessica est restée captive dans cet espace claustrophobe. Coué allumait la télévision pour masquer tout bruit qu'elle pourrait faire et sortait pendant la journée, soi-disant pour travailler, en réalité, pour continuer sa routine de drogue et de petits délits. La nuit, il revenait et continuait les abus. Il nourrissait la fillette seulement occasionnellement, lui donnant un hamburger à l'une des occasions. Le point le plus dévastateur de la confession est venu lorsque Coué a décrit le jour où la police a visité la caravane. Jessica était dans le placard, à quelques mètres des policiers qui la cherchaient sans relâche. Il a admis que la fillette avait probablement entendu les voix des agents, nourrissant peut-être l'espoir d'un sauvetage qui n'est jamais venu. Après cette visite policière, Coué a réalisé que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit découvert. Il a alors pris la décision la plus odieuse, éliminer l'unique témoin de ses crimes. Il a dit à Jessica qu'il allait enfin la ramener chez elle, mais qu'il devait la cacher pour que personne ne les voie. Il a convaincu la fillette d'entrer dans des sacs poubelles noirs, l'un couvrant ses jambes et l'autre sa tête et son torse, les attachant au milieu. Dans le silence de la nuit, alors que des équipes de recherche travaillaient à quelques mètres de là, Coué a porté Jessica dans l'arrière-cour de la caravane. Il avait préalablement creusé une fosse peu profonde. Il a placé la fillette, toujours à l'intérieur des sacs en plastique et toujours vivante, dans le trou. Il a pris une pelle et a commencé à jeter de la terre sur elle, l'enterrant vivante. Je l'ai entendue pleurer pendant un moment, a-t-il froidement rapporté aux enquêteurs, mais ensuite je n'ai plus rien entendu. Après la confession, Coué a indiqué précisément où il avait enterré Jessica à seulement 150 mètres de la maison des Lunsford, dans la cour de la caravane où il vivait avec sa sœur. Le 18 mars, peu après minuit, une équipe médico-légale a isolé la zone et commencé les fouilles. Des photographies et des vidéos ont documenté chaque étape du processus pour préserver les preuves cruciales.
Les enquêteurs ont travaillé méticuleusement sous la lumière de projecteurs improvisés. Lorsqu'ils ont finalement localisé les sacs en plastique noir, la scène qu'ils ont découverte a ébranlé même les policiers les plus expérimentés. Mark Lunsford, qui avait insisté pour être présent, a dû être retenu par des amis et des membres de la famille lorsque la réalité de la situation est devenue insupportablement claire. Le corps de Jessica serait finalement exhumé aux premières heures du matin, confirmant le pire cauchemar de sa famille. La petite fille qui avait disparu 23 jours auparavant était, enfin, de retour à la maison, mais pas de la manière dont tous avaient désespérément espéré et prié. À l'aube du 18 mars 2005, le silence de la petite communauté d'Homosassa a été brisé par le son des sirènes et par le mouvement incessant de véhicules officiels convergeant vers la caravane où John Koué avait résidé. Suivant les coordonnées précises fournies par le criminel lui-même, les enquêteurs ont entamé le travail méticuleux de récupération médico-légale, une opération qui révélerait des détails encore plus troublants sur les derniers moments de Jessica Lunsford. La zone a été isolée avec des rubans de police jaune, tandis que des spécialistes médico-légaux travaillaient sous des projecteurs, documentant chaque centimètre du site et chaque étape de l'exhumation. Les journalistes et les curieux ont été tenus à distance, mais la nouvelle que le corps de la fillette avait été localisé s'est rapidement répandue dans la ville qui, pendant des semaines, avait nourri l'espoir de la retrouver vivante. Les fouilles ont révélé que Jessica était enterrée à moins de 200 mètres de sa propre maison, pratiquement à portée de vue de sa chambre. La superficialité de la tombe, à peine plus d'un demi-mètre de profondeur, rendait encore plus cruelle la possibilité qu'elle aurait pu être trouvée lors des recherches initiales, si les chiens pisteurs avaient été dirigés vers cette zone spécifique. Lorsque les enquêteurs ont finalement retiré la dernière couche de terre, la scène qu'ils ont découverte a été décrite par beaucoup comme l'une des plus émouvantes et dévastatrices de leur carrière. Le corps de Jessica était exactement comme Koué l'avait décrit, enveloppé dans 2 sacs poubelles noirs, attachés au milieu, dans une position suggérant qu'elle avait été placée à genoux dans la fosse. Les détails médico-légaux, divulgués ultérieurement dans des rapports officiels et des témoignages au tribunal, ont mis en lumière la véritable horreur des derniers moments de la fillette. Ses poignets étaient attachés avec des fils électriques de boîtiers de haut-parleurs, limitant sévèrement sa capacité de mouvement. Malgré cette limitation, il y avait des preuves claires que Jessica avait lutté désespérément pour sa vie. 2 de ses doigts avaient percé le sac en plastique et étaient directement exposés à la terre. L'analyse médico-légale a déterminé que ses doigts étaient significativement plus décomposés que le reste du corps, précisément parce qu'ils étaient hors de la protection du sac, en contact direct avec le sol. Cette découverte a confirmé que Jessica était encore vivante lorsqu'elle a été enterrée et qu'elle avait désespérément tenté de creuser pour sortir. Cependant, le détail le plus touchant trouvé par les enquêteurs était le dauphin violet en peluche que Jessica tenait encore fermement contre sa poitrine avec son autre main. Ce simple jouet, que son père Mark lui avait gagné à la foire d'État de Floride seulement une semaine avant sa disparition, a été son dernier réconfort au milieu de la terreur indescriptible qu'elle a affrontée. L'image de la fillette agrippée au cadeau de son père alors qu'elle luttait pour sa vie est devenue l'un des aspects les plus émotionnellement impactants de cette affaire. Jessica était vêtue d'un short et d'un t-shirt, des vêtements que Mark Lunsford a plus tard affirmé ne pas reconnaître, indiquant que Koué avait probablement fourni ces articles pendant la captivité. Son pyjama rose, avec lequel elle s'était couchée la nuit de l'enlèvement, n'a jamais été retrouvé. Le médecin légiste désigné pour l'affaire a fait face à des difficultés considérables en raison de l'état avancé de décomposition du corps, conséquence des 23 jours écoulés depuis l'enlèvement. Bien qu'un examen complet ait été entravé par ces conditions, il a néanmoins été possible de déterminer que Jessica avait subi un traumatisme génital significatif, confirmant l'abus sexuel répété rapporté par Koué dans sa confession. La cause officielle du décès a été enregistrée comme asphyxie par ensevelissement. Les pathologistes ont estimé que, une fois complètement recouverte de terre, Jessica a probablement survécu environ 3 minutes avant de succomber au manque d'oxygène, 3 minutes de terreur absolue et de pleine conscience de ce qui se passait. Parallèlement à la récupération du corps, des équipes médico-légales fouillaient méticuleusement la caravane à la recherche de preuves physiques qui corroboreraient la confession de Koué. Les résultats étaient dévastateurs dans leur précision, fournissant des preuves accablantes qui seraient finalement cruciales pour le procès. Dans la chambre qu'occupait Koué, les enquêteurs ont trouvé un matelas avec des taches de sang. Les analyses ADN ont confirmé que ce sang appartenait à Jessica, mélangé avec du matériel génétique de Koué lui-même, preuve irréfutable de l'abus sexuel. Dans la même pièce, un placard petit et étouffant contenait les empreintes digitales de la fillette sur ses parois intérieures, corroborant le récit selon lequel elle y avait été maintenue prisonnière. D'autres empreintes digitales de Jessica ont été identifiées sur une boîte de pizza dans la chambre,
cohérente avec le récit de Coué selon lequel il nourrissait occasionnellement la fillette. Une table en verre contenait également ses empreintes digitales, cartographiant sa présence dans cet espace pendant les jours de captivité. L'enquête médico-légale a également révélé que l'estomac de Jessica était complètement vide au moment de sa mort, suggérant qu'elle avait été privée d'une alimentation adéquate pendant des jours. Des traces de cocaïne ont été trouvées sur sa peau, bien qu'aucune trace de la drogue n'ait été détectée dans son système, une conséquence de l'exposition environnementale dans la caravane où Coué et d'autres consommaient fréquemment des stupéfiants. Chaque élément de preuve recueilli par les enquêteurs fermait un maillon supplémentaire dans la chaîne de preuves contre John Coué. La somme des preuves physiques, combinée à sa confession détaillée, formait un dossier que les procureurs considéraient comme irréfutable, même sans prendre en compte le témoignage troublant de la façon dont il avait délibérément enterré vivante une enfant qui suppliait de rentrer chez elle. Le 19 mars, alors que les résultats préliminaires de l'autopsie étaient analysés, le shérif Jeff Doocy a tenu une conférence de presse sombre. D'une voix étranglée, il a officiellement confirmé que le corps trouvé était bien celui de Jessica Lunsford et que les preuves indiquaient qu'elle avait été abusée sexuellement et enterrée vivante. La communauté d'Homosassa, qui pendant des semaines s'était unie dans les recherches de la fillette, s'unissait maintenant à nouveau, cette fois dans un deuil collectif pour une innocence brutalement volée. Après la découverte du corps de Jessica Lunsford et la confession détaillée de John Coué, le système judiciaire a entamé le long processus qui mènerait au procès de l'une des affaires les plus marquantes de crimes contre les enfants dans l'histoire récente des États-Unis. Cependant, le chemin entre l'arrestation de Coué en mars 2005 et le début effectif de son procès serait marqué par des complications juridiques et des retards procéduraux. Le premier obstacle majeur pour l'accusation est apparu dès le début, la confession de Coué, pièce centrale de l'accusation, a été déclarée irrecevable par le juge qui présidait l'affaire. La décision était basée sur le fait que les enquêteurs avaient poursuivi l'interrogatoire même après que Coué ait demandé un avocat, violation claire de ses droits constitutionnels. Ce revirement juridique représentait un coût significatif pour l'accusation, qui devrait maintenant construire son dossier exclusivement sur la base de preuves physiques et circonstancielles. Un autre défi était de trouver un jury impartial. L'intense couverture médiatique avait rendu l'affaire connue dans tout le pays, et particulièrement dans la région du comté de Citrus, où pratiquement tous les jurés potentiels avaient déjà des opinions formées sur Coué. Après plusieurs tentatives infructueuses de sélectionner un jury local, le tribunal a ordonné le transfert du procès à Miami, à des centaines de kilomètres de distance, où il a finalement été possible de trouver des jurés qui pourraient évaluer l'affaire avec une plus grande impartialité. Le procès a effectivement commencé en février 2007, près de 2 ans après le crime. Pendant 3 semaines, les procureurs ont présenté méthodiquement les preuves physiques contre Coué, l'ADN de Jessica dans les taches de sang sur le matelas, ses empreintes digitales dans le placard et sur la boîte de pizza, les rapports des pathologistes sur l'état du corps et les circonstances de la mort. Au tribunal, les détails du crime ont été exposés avec une précision clinique, provoquant des réactions émotionnelles intenses parmi les présents. Lorsque le procureur d'État Rick Ridgey a décrit les derniers moments de Jessica, mentionnant comment elle a réussi à faire 2 petits trous dans le sac poubelle, mais sa tentative d'évasion a été vaine, là dans l'obscurité, seule avec son dauphin en peluche, elle s'est asphyxiée, plusieurs membres du jury n'ont pas pu retenir leurs larmes. La défense de Coué, confrontée à des preuves irréfutables, a adopté une stratégie centrée sur sa capacité mentale. Ses avocats ont fait valoir qu'il souffrait de déficiences intellectuelles significatives, résultant de sa naissance prématurée, de son exposition précoce aux drogues et à l'alcool, et des années d'abus durant son enfance. Ils ont tenté d'établir que son QI était inférieur à la limite de 70 points, ce qui pourrait le rendre inéligible à la peine de mort selon les précédents de la Cour suprême. Cependant, des tests psychologiques ordonnés par le tribunal ont déterminé que le QI de Coué était de 78, au-dessus de la limite qui caractériserait une déficience intellectuelle sévère. Ce résultat, ironiquement présenté par la défense elle-même, a fini par nuire à son argument principal. Le 7 mars 2007, après moins de 4 heures de délibération, le jury est revenu avec un verdict unanime, coupable de toutes les accusations, y compris de meurtre au premier degré, d'enlèvement, d'abus sexuels sur mineurs et de violation de domicile. La phase de détermination de la peine a commencé immédiatement, le jury devant décider si Coué devait recevoir la prison à perpétuité ou la peine de mort. Durant cette phase, Mark Lunsford a livré un témoignage émouvant sur sa fille et l'impact dévastateur de sa perte. Il a décrit Jessica comme une fille joyeuse qui aimait chanter, rêvait de devenir styliste ou chanteuse, et adorait faire de la moto avec lui les week-ends. Il a parlé des peluches qu'elle collectionnait et comment sa chambre était restée intacte depuis sa disparition. Le 24 août 2007,
le juge Richard Howard a suivi la recommandation du jury et a officiellement condamné John Evander Coué à la peine de mort. Vous n'avez pas seulement volé l'innocence de Jessica Lunsford, vous avez volé sa vie, a déclaré le juge lors de la lecture de la sentence. La Cour ne trouve aucune circonstance atténuante qui l'emporte sur la nature odieuse, atroce et cruelle de ce crime. Coué a été transféré dans le couloir de la mort à la prison d'État de Floride, où il resterait pendant les 2 années suivantes tandis que ses avocats entamaient le processus d'appels automatiques qui accompagne les condamnations à mort. Cependant, la justice que beaucoup espéraient voir exécutée par l'État finirait par venir d'une autre manière. Le 30 septembre 2009, John Coué est décédé en prison des suites de complications d'un cancer anal à un stade avancé. Il avait 51 ans et est mort sans jamais avoir exprimé de remords sincères pour ses actes. La nouvelle de sa mort naturelle, avant qu'il ne fasse face à l'exécution déterminée par le tribunal, a suscité des réactions mitigées parmi les membres de la famille de Jessica et le grand public. Certains ont exprimé leur frustration face à la perception qu'il avait échappé à la vraie justice, tandis que d'autres y ont vu une clôture symbolique de l'affaire. Mark Lunsford, lorsqu'il a été interrogé sur la mort de Coué, a répondu avec la sérénité de quelqu'un qui avait trouvé un but plus grand dans sa douleur, ce n'est pas à propos de lui. Ça ne l'a jamais été. C'est à propos de Jessica et des autres enfants que nous devons protéger. En effet, alors que le processus judiciaire suivait son cours, Mark avait transformé sa perte personnelle dévastatrice en une mission. Quelques mois après le meurtre de sa fille, il a abandonné son travail de chauffeur de camion et s'est entièrement consacré à l'activisme en faveur de la protection de l'enfance. Il a fondé la Jessica Marie Lunsford Foundation et a commencé à parcourir le pays, rencontrant des législateurs des États pour proposer des changements aux lois régissant les crimes sexuels contre les enfants. Ces efforts ont abouti à la création de la loi Jessica S. Law, adoptée initialement en Floride en 2005, seulement 3 mois après la mort de sa fille. Cette législation établissait des peines minimales obligatoires de 25 ans pour les délinquants sexuels condamnés pour des crimes contre des enfants de moins de 12 ans, suivis d'une surveillance électronique à vie s'ils étaient libérés. La loi imposait également des exigences plus strictes pour l'enregistrement des délinquants sexuels, y compris des vérifications en personne obligatoires tous les 6 mois. De plus, les délinquants sexuels enregistrés étaient interdits de vivre à moins de 300 mètres des écoles, parcs, terrains de jeux ou autres lieux où les enfants se rassemblent régulièrement. L'impact de la loi Jessica s'est étendu bien au-delà des frontières de la Floride. Dans les années qui ont suivi, Mark Lunsford a voyagé sans relâche, avec sa veste de motard arborant une photo de Jessica dans le dos, plaidant pour l'adoption d'une législation similaire dans d'autres États. Sa persévérance et son éloquence, nées de la plus profonde douleur personnelle, ont convaincu des législateurs à travers le pays. Jusqu'en 2022, 42 États américains avaient mis en œuvre des versions de la loi Jessica, créant un système national beaucoup plus rigoureux pour le suivi et la punition des prédateurs sexuels d'enfants. La transformation de Mark, d'un père de classe ouvrière à l'un des défenseurs les plus efficaces de la protection de l'enfance aux États-Unis, est souvent cité comme un exemple puissant de la façon dont une tragédie personnelle peut catalyser des changements sociaux significatifs. L'héritage de Jessica Lunsford va au-delà de la législation qui porte son nom. Son histoire a provoqué une réévaluation des protocoles policiers dans les cas de disparition d'enfants, en particulier concernant la nécessité de recherches plus minutieuses dans les résidences de délinquants sexuels enregistrés à proximité. De nombreux départements de police ont révisé leurs procédures de recherche et augmenté la coopération entre différentes agences pour éviter que des échecs similaires ne se reproduisent. L'affaire a également mis en lumière la réalité troublante de la prévalence des prédateurs sexuels dans les communautés américaines et l'efficacité douteuse des systèmes d'enregistrement existants avant la loi Jessica. La découverte que plus de 50 délinquants sexuels enregistrés vivaient près de la résidence des Lunsford, quelque chose dont la famille n'était absolument pas consciente, a déclenché un débat national sur le droit des communautés à connaître ces risques. La grand-mère de Jessica, Ruth Lunsford, a trouvé sa propre façon de préserver la mémoire de sa petite fille. Même des années après la tragédie, elle a continué à acheter des cadeaux pour Jessica chaque fois qu'elle voyait quelque chose que la fillette aurait pu aimer, gardant sa chambre exactement comme elle était, simplement plus remplie de cadeaux qui ne seraient jamais ouverts. Dans des interviews des années après la tragédie, Mark Lunsford a réfléchi à la signification de l'héritage de sa fille, Jessica n'est pas morte en vain. Grâce à elle, des enfants qu'elle n'a jamais connus sont plus en sécurité aujourd'hui. Cela ne ramène pas ma fille, mais cela donne un sens à sa brève vie. Qu'avez-vous pensé de cette affaire? Connaissiez-vous la loi Jessica et son impact sur la protection de l'enfance? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion.
Si cette vidéo vous a été informative, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur des affaires criminelles qui ont changé l'histoire. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À la prochaine affaire.